Le Kilimandjaro, 5895 mètres. Le sommet le plus haut d'Afrique, avec ses célèbres neiges éternelles. Du moins, jusqu'à présent. Le Kilimandjaro apporte la fraîcheur, l'eau et les récoltes aux populations qui vivent sous sa protection. Mais pour combien de temps encore ? Le Kilimandjaro, c'est en réalité 3 volcans éteints, situés au nord-est de la Tanzanie, une ancienne colonie allemande, puis anglaise. Depuis 3 siècles, le peuple Chaga s'est sédentarisé autour de la montagne. Un peuple que le révérend Loveland connaît bien. Son nom veut dire « qui aime sa terre ». Il est né ici, au pied de la montagne. Mon fils. Votre fils? Quel âge a-t-il? 9 ans. Ma fille. Ma deuxième fille. Loveland est un pasteur luthérien. C'est une autorité pour les Chagas. Il nous fait l'honneur de sa maison. Voici les toilettes, la salle de bain. Nous n'avons pas d'eau en ce moment parce que le Kilimandjaro est à court d'eau. On n'a pas de douche, enfin, une fois par semaine, on a de l'eau ici seulement. Voici notre lieu de vie. En principe, on n'aime pas le montrer aux invités. On ne montre pas l'intérieur. Ici, c'est très spécial. Il n'y a que la famille, les enfants. On reste ici et on fait ce qu'on a à faire. La mère du révérend a 90 ans. Elle se souvient du temps où les Chagas avaient d'autres traditions, bien avant l'évangélisation de la région. C'est Jésus en Swahili. Qui est Jésus? C'est l'histoire de Jésus en images. Je l'ai rapporté pour mes enfants. Mais elle aime le lire, oui. Rua est le nom de Dieu et quand Dieu sortait, les Chagas crachaient pour le remercier. Merci mon Dieu. Elle me donne les noms de Dieu. Ils avaient beaucoup de noms pour un seul Dieu. Oui, il y avait des résultats. Les moissons étaient abondantes. La pluie venait, tout était bien. Pour les anciens Chagas, le Kilimandjaro, c'était Dieu en personne. Ils pensaient que Dieu était là sur le Kilimandjaro. Et ils pensaient que quand on voyait le Kilimandjaro, ça voulait dire que Dieu était heureux. Quand il y avait des nuages et qu'on ne pouvait pas le voir, ça voulait dire qu'il y avait un problème. Je vous le dis, mais c'est un secret. Dans les maisons, la nuit tombée, les gens se rendent sur les tombes. Ils apportent du lait, de la bière locale et ils s'adressent aux personnes décédées, peut-être pour obtenir leur pardon. Mais moi je suis prêtre. Je connais le chemin du paradis. Je crois en un Dieu. Je crois en la Sainte Trinité. Mais j'ai quelque chose au fond de moi que je ne peux pas exprimer. C'est peut-être l'héritage ou l'environnement. La religion chrétienne s'est adaptée aux coutumes locales. À Mwika,
la quête est remplacée par une vente aux enchères. Des œufs? De la canne à sucre? Ça, c'est 1000 shillings. 1200. En monnaie tanzanienne. À une trentaine de kilomètres de cette enclave chrétienne, les Maasai vivent dans la savane. Longtemps, les bergers Maasai ont disputé au Chagall les contreforts fertiles du Kilimandjaro. Les Maasai ont dû se contenter de la plaine aride. Coco est la doyenne du village. Pas maman, Coco. C'est très dur pour nous ici. Notre tradition nous interdit de vivre dans les zones appartenant au Chaga à cause des conflits. Ici, c'est notre zone. On vit là. On s'y est adapté, alors on ne pourra plus jamais aller là où vivent les Chagas. Ce qui est important pour nous, c'est le bétail. On a besoin d'avoir de la place pour le bétail. Un seul point d'eau permet d'abreuver le bétail. Karenyege est le chef du village. Cette eau vient du Kilimandjaro. On l'utilise pour le bétail. Ça nous permet d'avoir de la nourriture. Plein de choses. C'est notre seule richesse. Par 30 degrés à l'ombre, quand il y en a, l'eau de la montagne est une question de survie pour les Maasai. Il y a un lien entre cette eau et le glacier du Kilimandjaro. Quand il y a de la neige sur le glacier, on a beaucoup d'eau. Quand il n'y en a pas, on a moins d'eau. Les neiges, on les voit d'ici. Elles brillent, elles ne disparaîtront jamais, ça restera. J'admire le Kilimandjaro. Je trouve qu'il est beau. J'aurais bien aimé pouvoir m'en approcher et toucher la neige, mais c'est tellement loin que je n'ai jamais pu le toucher. Un jour, j'aimerais bien savoir de quoi cette blancheur est faite. Ces neiges au cœur de l'Afrique fascinent, surtout les Nord-Américains. Catherine est une des nombreuses bénévoles canadiennes du Kilimandjaro. Bon, alors pour vous dire, ce qui se passe, c'est que la grand-mère, elle s'est échappée. On ne sait pas où elle est rendue, mais moi, je dois lui essayer les lunettes pour savoir pour quelle prescription elle a besoin. Eh, bon, elle arrive. Coco! Unahitaji kujaribu hapa. Oh. Jaribu hapa. Mara ya kwanza umevaa miwani bibi? Unaweza kusoma hapa ye. Est-ce que vous arrivez à lire? Samahani. Pourquoi est-ce que tu lui montres le téléphone? Parce qu'il faut que je lui montre quelque chose à lire. C'est un petit geste, les lunettes de lecture, c'est rien du tout pour nous, par exemple, mais ça peut tellement faire une différence pour eux dans leur vie de tous les jours sans que ce soit un très grand geste. Fait que c'est le rapprochement des deux civilisations d'une certaine façon. Ah. Ça, c'est le signe des anciens, en fait. Le respect des anciens. Quand on demande le respect, on s'abaisse, puis on met la main sur la tête. Coco remercie Catherine, à la Maasai.
Merci. Merci, Coco. C'est tellement plus traditionnel ici, évidemment, que par exemple avec les Chagas. Donc, on ne retrouverait pas juste des petits signes comme ça qui sont tellement traditionnels, qui sont tellement jolis. En quittant le village, nous profitons encore un peu de l'élégance des jeunes Maasai, ravis de faire de l'autostop. Après la plaine des Maasai, nous retrouvons la ville. Si les Chagas se sont fondus dans la modernité, reste au moins une tradition, l'alcool de banane. Au bar du village, les habitués le consomment sans modération, plus de 3 litres par personne et par jour. Le verre de mbégué est le moyen de faire connaissance. Allez, paie-moi un verre. Elles veulent que je leur paye un verre, comme dans les boîtes. Comme dans les boîtes d'Arusha et de Moshi. How to boil it. Butch dirige une petite affaire familiale. Pour faire le mbégué, c'est simple. Il suffit de faire cuire les bananes dans un chaudron jusqu'à ébullition. La mixture n'a plus qu'à fermenter 7 jours. Là, c'est prêt à être mélangé à de l'eau. Ça, c'est le sac pour filtrer. Est-ce que c'est bon? Oui, très bon. Vous voulez essayer? Comme ça? C'est de la banane. C'est un goût de bière. Tastes like beer. Le goût est un peu bizarre, je dois reconnaître. Pas très ragoûtant quand même. Maintenant, il faut le boire. Tu veux essayer? Yes. Oui. Nous, les Chagas, on ne peut pas boire tout seul. On partage pour échanger. Il faut l'offrir à quelqu'un d'autre. C'est pour dire bienvenue. C'est pour souhaiter la bienvenue. On appelle ça du calabash. Merci beaucoup. On mange autant qu'on boit, pour le coup, on dit ça souvent de la bière, mais là c'est vraiment le cas. Il y a de la banane dedans. Ça a un goût de millet, c'est fermenté. C'est juste le début de la fermentation, quoi. Plus la bière est fermentée, plus le degré d'alcool augmente. Sur cette partie du Kilimandjaro, le climat est particulièrement bon pour l'agriculture. Tous les jours, ces hommes nettoient des tonnes de carottes dans la rivière. Sur les étals des marchés, on trouve toutes sortes de fruits et légumes. Mais ce qui fait la richesse du Kilimandjaro, c'est son fameux café. Pourtant, il n'est pas d'ici. À Kilema, la première église a été construite par les missionnaires allemands au XIXe siècle. Le père Mocha éduque et évangélise près de 200 enfants des villages. Dans leur bagage, outre la Bible, les missionnaires ont apporté des plants de café. C'est le premier plant de café qui a été apporté ici par les premiers missionnaires en 1890. Ils voulaient améliorer la situation économique de la population. Ils s'intéressaient à la religion, mais aussi à l'éducation,
Ils ont aussi apporté du matériel de santé. Le café, il y en a beaucoup dans la région d'Arusha et autour du Kilimandjaro, grâce au volcan qui s'est formé il y a des milliers d'années de cela. Ce café connaît un grand succès auprès des Américains et même en Europe. Les gens l'adorent. C'est à Moshi, une bourgade de 150 000 habitants située à 900 mètres d'altitude, que tout se négocie. Le jeudi matin, producteurs et négociants de la région se retrouvent à la bourse pour la vente aux enchères. Monsieur Mboya est un expert en café du Kilimandjaro. Avec son goût très subtil, c'est un des meilleurs arabicas au monde. Slightly fruity. Here we taste coffee. Ici, on teste le café pour voir s'il a été correctement torréfié et si la qualité est suffisante. Saveur sucrée avec un goût de chocolat. Acidité moyenne. Les saveurs principales sont douces, salées et amères. Quand on le goûte, on sent l'intensité. Donc je fais comme vous? Oui, vous faites comme moi. Vous le sentez, vous le goûtez, et après, vous le crachez. Si le café a été bien cultivé, vous pouvez déterminer sa qualité, son intensité. Si le café a été conservé dans de bonnes conditions, vous pouvez découvrir tous ses secrets. Voilà, on a terminé. Délicieux. C'est comme du vin, mais c'est du café. Comme pour le vin, la qualité de la production dépend de son terroir. Derek et Donald sont les responsables d'une des plus importantes compagnies de la région. Au moment des récoltes, jusqu'à 600 personnes travaillent ici. Le Kili est là-bas, dans les nuages. C'est une grosse plantation? C'est une des plus grosses plantations. Je suis natif de cette région et on doit beaucoup à cette montagne. Ça aurait dû être une région sèche, un désert. Mais la montagne a fait toute la différence. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plantations. Et toute notre eau vient de la montagne. Quand on ramasse, il ne faut prendre que les bons grains. On voit les maladies qui font baisser la qualité. Ça partira probablement pour le café instantané. La mauvaise qualité, c'est pour le café soluble? Oui, c'est ça. Grâce à l'eau et au climat exceptionnel du Kilimandjaro, on peut faire plusieurs récoltes par an. C'est le moment le plus froid de l'année. Pourtant, vous remarquez, il ne fait pas très froid. Ça semble être bon pour le café. Il y a des floraisons plusieurs fois par an. Ça peut arriver en octobre, novembre, décembre. C'est facile de synchroniser les récoltes parce qu'il n'y a pas de problème de ramassage. Si ça ne va pas, on peut faire autre chose. On peut faire pousser des plants quand on veut. On les met sous serre pendant 2 mois et on n'a qu'à arroser. Ça ne cesse jamais de pousser. Riche et légère, la terre volcanique convient parfaitement au café. 400 mètres plus haut, à l'ombre des immenses albizia, le café est encore meilleur.
Ici, le café est meilleur que celui que nous avons vu plus bas. Peut-être à cause de la température et de l'ombre que l'on maintient ici. Les grains poussent mieux que sous les serres ou sous le soleil brûlant à 36-37 degrés. Ils sont beaucoup plus heureux ici grâce à ces conditions. Nous retrouvons Catherine Lefebvre, nutritionniste à Montréal. Elle a pris une année sabbatique pour aider les populations. Tous les lundis et jeudis, on vient ici pour acheter nos légumes et nos fruits. Et aussi acheter des... On peut trouver du savon, on peut trouver du riz, on peut trouver du sucre. Donc, les petites choses qu'on a besoin pour notre semaine pour cuisiner à la maison. Partout, si on regarde un peu autour, on va trouver des petits poissons séchés en sachet. C'est une excellente façon d'enrichir en protéines la bouillie qu'on sert souvent aux enfants le matin ou tous les mets, en fait. Bizarrement, il y a quand même la malnutrition, mais c'est la malnutrition chronique qu'on retrouve plus fréquemment. Les enfants ne meurent pas de faim ici, donc ils vont avoir quand même des sources d'aliments à tous les jours, mais c'est une alimentation qui est très restreinte. Donc parfois, la source de protéines n'est pas suffisante ou la source de nutriments n'est pas suffisante. Donc c'est pas des enfants qui vont être tout maigres, mais c'est des enfants qui vont par exemple être plus petits en termes de taille que la normale. Avec son amie Irène, elle nous fait découvrir le système D version tanzanienne. Je vais acheter de l'essence et comme je n'ai pas de bouteille pour la mettre, ils vont utiliser un sac plastique. Est-ce que c'est dangereux? Le mettre dans un sac, ça peut être dangereux si ça casse. Sinon, ça va. Pourquoi ils n'offrent pas de bouteilles aux gens? Parce que les bouteilles sont assez rarissimes. Puis tous les gens, en fait, qu'on voit dans la rue, si on se promène avec une bouteille vide, les gens vont nous demander forcément de leur donner notre bouteille parce qu'ils vont utiliser ça pour acheter le kérosène, pour acheter l'huile à cuisiner, pour acheter le lait, peu importe. Ils vont amener leur propre bouteille pour acheter leurs trucs. Donc, ils vont pas nous donner des bouteilles comme ça, c'est trop précieux. Plus bas dans les plaines, la végétation se fait rare. Les troupeaux laissent derrière eux des nuages de poussière. Avec cette terre rouge et la pierre de lave du Kilimandjaro, on fabrique des briques. Dans les campagnes, l'eau potable est une denrée rare. Les femmes se rendent au puits et transportent l'eau, lorsqu'il y en a, jusque chez elles. Avez-vous de l'eau aujourd'hui? Depuis hier, on n'a pas beaucoup d'eau. Et demain, ce sera pareil. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Ça me prend 2 heures pour venir ici. On a très peu d'eau parce qu'il y a moins de neige là-haut. Souvent, il faut attendre plusieurs jours avant d'en avoir. Moi, j'habite de l'autre côté de la colline. Je mets au moins 2 heures pour venir de chez moi ici. Il n'y a pas d'eau à cause de la montagne. Bwana Chayo, un agriculteur de la région, lui donne un coup de main. Nous préparons ce jardin pour l'école. Avant, c'était comme ça. C'était comme ça jusqu'au buisson. Jusque là. Il n'y avait rien du tout qui poussait. Dans la région du Kilimandjaro, les gens sont quand même assez chanceux encore pour le moment qu'il y a suffisamment d'eau
qui coule de la montagne et que la température n'est pas trop chaude, donc les plantes peuvent pousser très bien. Les écoles ont déjà leur petit jardin, mais généralement, ils vont faire pousser un peu de maïs, un peu d'haricots, mais rien de très, très élaboré puis de suffisant pour la quantité d'élèves. Par exemple, ici, à l'école secondaire Kisuluni, ils ont 245 élèves. Donc, ça prend beaucoup de terrain, beaucoup de plants de maïs ou d'haricots ou de légumes pour nourrir tous les enfants de façon raisonnable. Mais pour les touristes du monde entier, la Tanzanie, c'est le Kilimandjaro et ses neiges éternelles. Le patron du parc naturel du Kilimandjaro, M. Mafuru, est bien conscient de son importance économique pour le pays. C'est un parc très important en Tanzanie, parce qu'il apporte beaucoup de touristes, environ 40 000 tous les ans. Pour le pays, pour la flore, c'est très important. Pour la protection de la biodiversité, le mont Kilimandjaro est très important. C'est une icône dans notre pays. Grâce aux nuages, à l'humidité et à la chaleur, plus de 2500 plantes poussent sur la montagne. Un vrai réservoir de biodiversité. C'est quelque chose de très étrange d'avoir ces neiges éternelles aussi près des tropiques. C'est comme une calotte sur la montagne. Et nous nous battons tous pour que ça reste là, pour toujours. Je ne peux imaginer le Kili sans cette calotte de neige. C'est très important. C'est une attraction. Et ça aide à maintenir le climat dans cette partie du pays. Alors j'espère que ça va rester. La première chose qu'on se dit, ce sont les montagnes du mont Kibo. Les neiges sur le Kibo sont longtemps restées un mystère. Au XIXe siècle, certains scientifiques anglais affirmaient qu'il ne pouvait pas y avoir de neige dans cette région tropicale d'Afrique. Ce n'est qu'en 1889 que son sommet sera conquis par Hans Mayer. Nous sommes en 1935. Durant une expédition autrichienne, le professeur Slanar, géologue, fait des relevés. À l'époque, la neige et le glacier recouvrent encore totalement le sommet. Le tourisme d'escalade apparaît à cette époque et se développe massivement à partir des années 50. William Machado est un des anciens guides de la région. Un col porte même son nom. Il nous reçoit dans sa petite propriété où il vit avec son frère et sa famille. Où est-ce qu'on est là? C'est pour notre famille ici. On a une chambre pour que William dorme. Là. Depuis sa première ascension en 1953, William a conduit des milliers de touristes jusqu'au sommet. Il en garde des photos et des réflexes de survie.
Elles ont besoin d'être réchauffées. Il faisait très froid. On ne pouvait rien toucher parce qu'on avait les mains gelées, glacées. Par exemple, à cette époque, quand on dormait dans le campement de Kibo, avec le bras plié, le matin, on ne pouvait plus bouger tellement il faisait froid. À présent, il fait plus chaud. Tout ce que j'ai, c'est la montagne qui me l'a donné. J'ai pu construire. Tout ce que j'ai pu construire pour les enfants, pour ma famille, c'est grâce à la montagne. William aime sa montagne et ses fleurs, comme cette Proteacafra, une espèce endémique qui ne pousse qu'au-dessus de 2300 mètres. À 77 ans, William serait prêt à repartir à l'assaut du Kilimandjaro. Absolument. Si on me dit d'aller à Kibo tout de suite, j'y vais sans hésiter. La seule chose, c'est qu'il fait très froid. Mais si je suis bien couvert, si j'ai des chaussures solides, je peux grimper jusqu'au Kibo. J'ai vraiment envie de le refaire. De grimper sur cette montagne. Aller au sommet, une envie partagée par beaucoup. Ils viennent du monde entier pour tenter l'ascension. Stéphanie est une jeune New-Yorkaise. C'est un défi mental plus que physique. C'est une montagne de trekking, alors ce n'est pas nécessaire d'avoir des compétences techniques, comme pour l'Everest. C'est une des 7 sœurs, les montagnes les plus hautes du monde. Mon père et ma belle-mère l'ont déjà fait. Somu, l'unique femme parmi les 580 guides du Kilimandjaro, l'accompagne. Pourquoi es-tu la seule femme guide sur le Kilimandjaro? Je ne sais pas. Peut-être que les autres femmes ont peur de le faire parce que c'est un dur métier. Peur, vous croyez? Oui, ou peut-être que je suis folle. C'est dur pour une femme, vous savez, de faire un boulot comme ça. Surtout d'être avec tous ces hommes. Peut-être que les autres ont peur d'être dans cette situation. J'adore ça. On traverse différentes végétations. Il y a la jungle, et après on traverse ça, et soudain on arrive au glacier. C'est vraiment cool. Même si l'ascension n'est pas techniquement difficile, 5 jours de marche, ça se prépare. Je prends celle-là. Pour toi un seul, c'est pas assez. Non, c'est pas assez, il t'en faut plus. Alors je vais en prendre d'autres. C'est là où on va. Oh, cool. C'est la porte Machamé. On va jusqu'au camp Machamé. Ça fait 11 km. On fait 11 km en 2 jours. Oui, t'inquiète pas. J'ai peur de ne pas réussir parce que c'est pas facile. Beaucoup de gens n'y arrivent pas alors qu'ils sont capables de le faire. Tout ce que je veux, c'est atteindre le sommet. Mange, bois beaucoup d'eau, mange autant que tu peux, et puis polé. Tout se passera bien. Oui, madame. Une dizaine de porteurs les accompagnent et installent le campement à l'avance. Pour éviter que les grimpeurs ne jettent leurs déchets dans la nature, les sacs sont pesés au départ et à l'arrivée. 4000 mètres de dénivelé en 4 jours, c'est rude. Il faut y aller doucement, polé, comme on dit en Swahili. Si on y va doucement, on est moins fatigué et on s'acclimate mieux.
Ma mère pensait que c'était dangereux de grimper le Kili. Elle avait peur que je meure. Parce que parfois des gens meurent, d'autres tombent malades. L'ascension du Kilimandjaro fait plusieurs morts chaque année. Parfois on l'appelle la montagne de la folie. Ou la montagne blanche. Kilima en Swahili, ça veut dire petite colline ou petite montagne. Jaro, en Chaga, ça veut dire route de caravane. Ce massif isolé, surgi il y a 750 000 ans, est une excroissance du grand rift africain qui traverse le continent du nord au sud. Le plus petit volcan est le mont Chira, le moyen, le Mawenzi, et enfin le mont Kibo, le plus haut. C'est lui dont Stéphanie va tenter l'ascension. Pour nous, elle a accepté de tenir son carnet de route. Jumbo. Premier jour, comment je me sens monter le Kilimandjaro? Je passe du bon temps jusqu'à présent et j'adore. C'est super, c'est extra. Je suis si heureuse d'être ici. Bonjour, c'est une belle journée. Pour la première fois, on peut admirer la vue sur le sommet. C'est le matin du deuxième jour et j'ai très mal dormi. Je ne pense pas avoir dormi du tout. Il fait trop froid et il y a 9 personnes dans ce camp. Il y a tout le temps du bruit. On peut voir le mont Meru juste là. C'est la fin du deuxième jour et tout ce que je ressens, c'est le froid. Il fait vraiment froid. Mais j'ai des gants et un bonnet, donc ça va. Fin du troisième jour, je me sens bien, mais j'ai un peu mal à la tête. Je suis contente, je n'ai pas de nausées, ni de mal de tête trop grave. Donc on continue. Ça dure 6 jours. Ici, on peut voir les porteurs qui ont déjà commencé à monter. Ça a été les 6h30 les pires de ma vie. J'ai réussi! Je l'ai fait! Yes! C'est génial d'être là enfin. Stéphanie est peut-être l'une des dernières à voir les glaces du Kilimandjaro. En un siècle, 80% de ces neiges mythiques ont fondu. Pour l'instant, le tourisme n'a pas encore fondu. À Moshi, on fait comme si rien n'allait changer. Toutes les marques, tous les produits ont pour emblème les neiges du Kilimandjaro. Même la purée ressemble à un volcan. Quant à la pizza Kilimandjaro, le cuisinier a déjà remplacé sa sauce blanche par une sauce tomate. C'est la pizza Kilimandjaro? Oui. Pourquoi ce n'est pas blanc au sommet? Non, ils ont mis la rouge. Pourquoi? Je sais pas. Vous ne savez pas? Parce qu'ils sont fous peut-être. La fonte des glaces est un vrai danger pour les populations. Ancien conseiller économique, Bwana Chayo est revenu sur la terre de ses ancêtres pour se lancer dans l'agriculture bio. Dans le temps, le mont Kilimandjaro était couvert de glace.
C'était une masse imposante sur le toit du Kili. Dites-vous bien que notre eau vient du Kilimandjaro. Imaginez qu'il n'y ait plus de glace sur le Kilimandjaro. Où est-ce que les gens iront chercher leur eau? En retrouvant le jardin qu'il a connu enfant, Bwana Chayo mesure les changements survenus en 50 ans. Ça, c'était un gros régime de bananes quand j'étais enfant. Maintenant, les bananes sont toutes petites. Tout ça, c'était une rivière. Il y avait de l'eau partout. Il ne reste qu'un petit courant, un petit ruisseau. Dans 20 ans, il n'y aura plus d'eau ici, si nous ne réglons pas les problèmes qui causent le changement climatique. Arrêtez l'émission de CO2. Toutes ces installations qui émettent tellement de carbone. S'il vous plaît, arrêtez ça. Personne ne va survivre. À la fin, personne ne va survivre ici. Parce que l'eau ne sera plus là, et personne ne peut vivre sans eau. Où va-t-on aller? On va venir en France? Prenez garde. Selon certains scientifiques, dans 10 ans, les neiges du Kilimandjaro auront totalement fondu. Alors, l'un des derniers dieux du continent africain aura disparu. Et avec lui peut-être l'un des derniers paradis où l'homme et la nature vivaient encore en harmonie. Notre circuit en haute montagne se poursuit demain sur le Tungurahua en Équateur. Mais sans tarder, suivons le convoi des braves, un western pur et dur de John Ford. Coco est la doyenne du village. Pas maman, Coco. C'est très dur pour nous ici. Notre tradition nous interdit de vivre dans les zones appartenant aux Chagas à cause des conflits. Ici, c'est notre zone. On vit là. On s'y est adapté, alors on ne pourra plus jamais aller là où vivent les Chagas. Ce qui est important pour nous, c'est le bétail. On a besoin d'avoir de la place pour le bétail. Un seul point d'eau permet d'abreuver le bétail. Karenyege est le chef du village. Cette eau vient du Kilimandjaro. On l'utilise pour le bétail. Ça nous permet d'avoir de la nourriture. Plein de choses. C'est notre seule richesse. Par 30 degrés à l'ombre, quand il y en a, l'eau de la montagne est une question de survie pour les Maasai. Il y a un lien entre cette eau et le glacier du Kilimandjaro. Quand il y a de la neige sur le glacier, on a beaucoup d'eau. Quand il n'y en a pas, on a moins d'eau. Les neiges, on les voit d'ici. Elles brillent, elles ne disparaîtront jamais, ça restera. J'admire le Kilimandjaro. Je trouve qu'il est beau. J'aurais bien aimé pouvoir m'en approcher et toucher la neige, mais c'est tellement loin que je n'ai jamais pu le toucher. Un jour, j'aimerais bien savoir de quoi cette blancheur est faite. Ces neiges au cœur de l'Afrique fascinent, surtout les Nord-Américains. Catherine
est une des nombreuses bénévoles canadiennes du Kilimandjaro. Bon, alors pour vous dire, ce qui se passe, c'est que la grand-mère, elle s'est échappée, on ne sait pas où elle est rendue, mais moi, je dois lui essayer les lunettes pour savoir pour quelle prescription elle a besoin. Eh, bon, elle arrive. Coco! Unahitaji kujaribu hapa. Oh. Jaribu hapa. Mara ya kwanza umevaa miwani bibi? Unaweza kusoma hapa ye. Est-ce que vous arrivez à lire? Samahani. Pourquoi est-ce que tu lui montres le téléphone? Parce qu'il faut que je lui montre quelque chose à lire. Des marchés, on trouve toutes sortes de fruits et légumes. Mais ce qui fait la richesse du Kilimandjaro, c'est son fameux café. Pourtant, il n'est pas d'ici. À Kilema, la première église a été construite par les missionnaires allemands au XIXe siècle. Le père Mocha éduque et évangélise près de 200 enfants des villages. Dans leur bagage, outre la Bible, les missionnaires ont apporté des plants de café. C'est le premier plant de café qui a été apporté ici par les premiers missionnaires en 1890. Ils voulaient améliorer la situation économique de la population. Ils s'intéressaient à la religion, mais aussi à l'éducation. Ils ont aussi apporté du matériel de santé. Le café, il y en a beaucoup dans la région d'Arusha et autour du Kilimandjaro, grâce au volcan qui s'est formé il y a des milliers d'années de cela. Ce café connaît un grand succès auprès des Américains et même en Europe. Les gens l'adorent. C'est à Moshi, une bourgade de 150 000 habitants située à 900 mètres d'altitude, que tout se négocie. Le jeudi matin, producteurs et négociants de la région se retrouvent à la bourse pour la vente aux enchères. Monsieur Mboya est un expert en café du Kilimandjaro. Avec son goût très subtil, c'est un des meilleurs arabicas au monde. Ici, on teste le café pour voir s'il a été correctement torréfié et si la qualité est suffisante. Saveur sucrée avec un goût de chocolat. Acidité moyenne. Est-ce que vous arrivez à lire? Pourquoi est-ce que tu lui montres le téléphone? Parce qu'il faut que je lui montre quelque chose à lire. C'est un petit geste, les lunettes de lecture, c'est rien du tout pour nous, par exemple, mais ça peut tellement faire une différence pour eux dans leur vie de tous les jours sans que ce soit un très grand geste. Fait que c'est le rapprochement des deux civilisations d'une certaine façon. Ça, c'est le signe des anciens, en fait. Le respect des anciens. Quand on demande le respect, on s'abaisse, puis on met la main sur la tête. Coco remercie Catherine, à la Maasai.
Merci. Merci, Coco. C'est tellement plus traditionnel ici, évidemment, que par exemple avec les Chagas. Donc, on ne retrouverait pas juste des petits signes comme ça qui sont tellement traditionnels, qui sont tellement jolis. En quittant le village, nous profitons encore un peu de l'élégance des jeunes Maasai, ravis de faire de l'autostop. Après la plaine des Maasai, nous retrouvons la ville. Si les Chagas se sont fondus dans la modernité, reste au moins une tradition, l'alcool de banane. Au bar du village, les habitués le consomment sans modération, plus de 3 litres par personne et par jour. Le verre de mbege est le moyen de faire connaissance. Allez, paie-moi un verre. Elles veulent que je leur paye un verre, comme dans les boîtes. Comme dans les boîtes d'Arusha et de Moshi. How to boil it. Butch dirige une petite affaire familiale. Pour faire le mbege, c'est simple. Il suffit de faire cuire les bananes dans un chaudron jusqu'à ébullition. La mixture n'a plus qu'à fermenter 7 jours. Là, c'est prêt à être mélangé à de l'eau. Ça, c'est le sac pour filtrer. Est-ce que c'est bon? Oui, très bon. Vous voulez essayer? Comme ça? C'est de la banane. C'est un goût de bière. Tastes like beer. Le goût est un peu bizarre, je dois reconnaître. Pas très ragoûtant quand même. Maintenant, il faut le... À une trentaine de kilomètres de cette enclave chrétienne, les Maasai vivent dans la savane. Longtemps, les bergers Maasai ont disputé aux Chagas les contreforts fertiles du Kilimandjaro. Les Maasai ont dû se contenter de la plaine aride. Coco est la doyenne du village. Pas maman, Coco. C'est très dur pour nous ici. Notre tradition nous interdit de vivre dans les zones appartenant aux Chagas à cause des conflits. Ici, c'est notre zone. On vit là. On s'y est adapté, alors on ne pourra plus jamais aller là où vivent les Chagas. Ce qui est important pour nous, c'est le bétail. On a besoin d'avoir de la place pour le bétail. Un seul point d'eau permet d'abreuver le bétail. Karenyege est le chef du village. Cette eau vient du Kilimandjaro. On l'utilise pour le bétail. Ça nous permet d'avoir de la nourriture. Plein de choses. C'est notre seule richesse. Par 30 degrés à l'ombre, quand il y en a, l'eau de la montagne est une question de survie pour les Maasai. Il y a un lien entre cette eau et le glacier du Kilimandjaro. Quand il y a de la neige sur le glacier, on a beaucoup d'eau. Quand il n'y en a pas, on a moins d'eau. Les neiges, on les voit d'ici. Elles brillent, elles ne disparaîtront jamais, ça restera. J'admire le Kilimandjaro. Je trouve qu'il est beau. J'aurais bien aimé pouvoir m'en approcher et toucher la neige, mais c'est tellement loin que je n'ai jamais pu le toucher. Un jour, j'aimerais bien savoir de quoi cette blancheur est faite. Ces neiges au cœur de l'Afrique fascinent, surtout les Nord-Américains. Catherine est une des nombreuses bénévoles canadiennes du Kilimandjaro. Bon, alors pour vous dire, ce qui se passe, c'est que la grand-mère, elle s'est échappée, on ne sait pas où elle est rendue, mais moi, je dois lui essayer les lunettes pour savoir quelle prescription elle a besoin. Eh, bon, elle arrive. Coco!
Le Kilimandjaro, 5895 mètres. Le sommet le plus haut d'Afrique, avec ses célèbres neiges éternelles. Du moins, jusqu'à présent. Le Kilimandjaro apporte la fraîcheur, l'eau et les récoltes aux populations qui vivent sous sa protection. Mais pour combien de temps encore ? Le Kilimandjaro, c'est en réalité 3 volcans éteints, situés au nord-est de la Tanzanie, une ancienne colonie allemande, puis anglaise. Depuis 3 siècles, le peuple Chaga s'est sédentarisé autour de la montagne. Un peuple que le révérend Loveland connaît bien. Son nom veut dire « qui aime sa terre ». Il est né ici, au pied de la montagne. Mon fils. Votre fils? Quel âge a-t-il? 9 ans. Ma fille. Ma deuxième fille. Loveland est un pasteur luthérien. C'est une autorité pour les Chagas. Il nous fait l'honneur de sa maison. Voici les toilettes, la salle de bain. Nous n'avons pas d'eau en ce moment parce que le Kilimandjaro est à court d'eau. On n'a pas de douche, enfin, une fois par semaine, on a de l'eau ici seulement. Voici notre lieu de vie. En principe, on n'aime pas le montrer aux invités. On ne montre pas l'intérieur. Ici, c'est très spécial. Il n'y a que la famille, les enfants. On reste ici et on fait ce qu'on a à faire. La mère du révérend a 90 ans. Elle se souvient du temps où les Chagas avaient d'autres traditions, bien avant l'évangélisation de la région. C'est Jésus en Swahili. Qui est Jésus? C'est un petit geste, les lunettes de lecture, c'est rien du tout pour nous, par exemple, mais ça peut tellement faire une différence pour eux dans leur vie de tous les jours sans que ce soit un très grand geste. Fait que c'est le rapprochement des deux civilisations d'une certaine façon. Ça, c'est le signe des anciens, en fait. Le respect des anciens. Quand on demande le respect, on s'abaisse, puis on met la main sur la tête. Coco remercie Catherine, à la Maasai. Merci, merci Coco. C'est tellement plus traditionnel ici, évidemment, que par exemple avec les Chagas. Donc on ne retrouverait pas juste des petits signes comme ça qui sont tellement traditionnels, qui sont tellement jolis. En quittant le village, nous profitons encore un peu de l'élégance des jeunes Maasai, ravis de faire de l'autostop. Après la plaine des Maasai, nous retrouvons la ville. Si les Chagas se sont fondus dans la modernité, reste au moins une tradition, l'alcool de banane. Au bar du village, les habitués le consomment sans modération, plus de 3 litres par personne et par jour. Le verre de mbégué est le moyen de faire connaissance. Allez, paie-moi un verre. Elles veulent que je leur paye un verre, comme dans les boîtes. Comme dans les boîtes d'Arusha et de Moshi. Butch dirige une petite affaire familiale. Pour faire le mbégué, c'est simple. Il suffit de faire cuire les bananes dans un chaudron jusqu'à ébullition.
La mixture n'a plus qu'à fermenter 7 jours. Là, c'est prêt à être mélangé à de l'eau. Ça, c'est le sac pour filtrer. Est-ce que c'est bon? Oui, très bon. Vous voulez essayer? Comme ça? C'est de la banane. C'est un goût de bière. Tastes like beer. Le goût est un peu bizarre, je dois reconnaître. Pas très ragoûtant quand même. Maintenant, il faut le boire. Tu veux essayer? Yes. Oui. Une colonie allemande, puis anglaise. Depuis 3 siècles, le peuple chaga s'est sédentarisé autour de la montagne. Un peuple que le révérend Loveland connaît bien. Son nom veut dire « qui aime sa terre ». Il est né ici, au pied de la montagne. Mon fils. Votre fils? Quel âge a-t-il? 9 ans. Ma fille. Ma deuxième fille. Loveland est un pasteur luthérien. C'est une autorité pour les chagas. Il nous fait l'honneur de sa maison. Voici les toilettes, la salle de bain. Nous n'avons pas d'eau en ce moment parce que le Kilimandjaro est à court d'eau. On n'a pas de douche, enfin, une fois par semaine, on a de l'eau ici seulement. Voici notre lieu de vie. En principe, on n'aime pas le montrer aux invités. On ne montre pas l'intérieur. Ici, c'est très spécial. Il n'y a que la famille, les enfants. On reste ici et on fait ce qu'on a à faire. La mère du révérend a 90 ans. Elle se souvient du temps où les chagas avaient d'autres traditions, bien avant l'évangélisation de la région. C'est Jésus en Swahili. Qui est Jésus? C'est l'histoire de Jésus en images. Je l'ai rapporté pour mes enfants. Mais elle aime le lire, oui. Rua est le nom de Dieu et quand Dieu sortait, les chagas crachaient pour le remercier. Merci mon Dieu. Elle me donne les noms de Dieu. Ils avaient beaucoup de noms pour un seul Dieu. Oui, il y avait des résultats. Les moissons étaient abondantes. La pluie venait et tout était bien. Pour les anciens chagas, le Kilimandjaro, c'était Dieu en personne. Oh, pour ma famille, c'est grâce à la montagne. William aime sa montagne et ses fleurs, comme cette Proteacafra, une espèce endémique qui ne pousse qu'au-dessus de 2300 mètres. À 77 ans, William serait prêt à repartir à l'assaut du Kilimandjaro. Absolument. Si on me dit d'aller à Kibo tout de suite, j'y vais sans hésiter. La seule chose, c'est qu'il fait très froid. Mais si je suis bien couvert, si j'ai des chaussures solides, je peux grimper jusqu'au Kibo. J'ai vraiment envie de le refaire. De grimper sur cette montagne.
aller au sommet. Une envie partagée par beaucoup. Ils viennent du monde entier pour tenter l'ascension. Stéphanie est une jeune New-Yorkaise. C'est un défi mental plus que physique. C'est une montagne de trekking, alors ce n'est pas nécessaire d'avoir des compétences techniques, comme pour l'Everest. C'est une des 7 sœurs, les montagnes les plus hautes du monde. Mon père et ma belle-mère l'ont déjà fait. Somu, l'unique femme parmi les 580 guides du Kilimandjaro, l'accompagne. Pourquoi es-tu la seule femme guide sur le Kilimandjaro? Je ne sais pas. Peut-être que les autres femmes ont peur de le faire parce que c'est un dur métier. Peur, vous croyez? Oui, ou peut-être que je suis folle. C'est dur pour une femme, vous savez, de faire un boulot comme ça. Surtout d'être avec tous ces hommes. Peut-être que les autres ont peur d'être dans cette situation. J'adore ça. On traverse différentes végétations. Il y a la jungle, et après on traverse ça, et soudain on arrive au glacier. C'est vraiment cool. Même si l'ascension n'est pas techniquement difficile, 5 jours de marche, ça se prépare. Je prends celle-là. Pour toi un seul, c'est pas assez. Non, c'est pas assez, il t'en faut... En quittant le village, nous profitons encore un peu de l'élégance des jeunes Maasai, ravis de faire de l'autostop. Après la plaine des Maasai, nous retrouvons la ville. Si les Chagas se sont fondus dans la modernité, reste au moins une tradition, l'alcool de banane. Au bar du village, les habitués le consomment sans modération. Plus de 3 litres par personne et par jour. Le verre de mbege est le moyen de faire connaissance. Allez, paie-moi un verre. Elles veulent que je leur paye un verre, comme dans les boîtes. Comme dans les boîtes d'Arusha et de Moshi. Butch dirige une petite affaire familiale. Pour faire le mbege, c'est simple. Il suffit de faire cuire les bananes dans un chaudron jusqu'à ébullition. La mixture n'a plus qu'à fermenter 7 jours. Là, c'est prêt à être mélangé à de l'eau. Ça, c'est le sac pour filtrer. Est-ce que c'est bon? Oui, très bon. Vous voulez essayer? Comme ça? C'est de la banane. C'est un goût de bière. Tastes like beer. Le goût est un peu bizarre, je dois reconnaître. Pas très ragoûtant quand même. Maintenant, il faut le boire. Tu veux essayer? Yes. Oui. Nous, les Chagas, on ne peut pas boire tout seul. On partage pour échanger. Il faut l'offrir à quelqu'un d'autre. C'est pour dire bienvenue. C'est pour souhaiter la bienvenue. On appelle ça du calabash. Merci beaucoup. On mange autant qu'on boit, pour le coup, on dit ça souvent de la bière, mais là c'est vraiment le cas. Il y a de la banane dedans. T'as un goût de millet, c'est fermenté. C'est juste le début de la fermentation, quoi. Plus la bière est fermentée, plus le degré d'alcool augmente. Merci Coco. C'est tellement plus traditionnel ici, évidemment, que par exemple avec les Chagas. Donc on ne retrouverait pas juste des petits signes comme ça qui sont tellement traditionnels, qui sont tellement jolis.
quittant le village, nous profitons encore un peu de l'élégance des jeunes Maasai, ravis de faire de l'autostop. Après la plaine des Maasai, nous retrouvons la ville. Si les Chagas se sont fondus dans la modernité, reste au moins une tradition, l'alcool de banane. Au bar du village, les habitués le consomment sans modération, plus de 3 litres par personne et par jour. Le verre de mbege est le moyen de faire connaissance. Allez, paie-moi un verre. Elles veulent que je leur paye un verre, comme dans les boîtes. Comme dans les boîtes d'Arusha et de Moshi. How to boil it. Butch dirige une petite affaire familiale. Pour faire le mbege, c'est simple. Il suffit de faire cuire les bananes dans un chaudron jusqu'à ébullition. La mixture n'a plus qu'à fermenter 7 jours. Là, c'est prêt à être mélangé à de l'eau. Ça, c'est le sac pour filtrer. Est-ce que c'est bon? Oui, très bon. Vous voulez essayer? Comme ça? C'est de la banane. C'est un goût de bière. Tastes like beer. Le goût est un peu bizarre, je dois reconnaître. Pas très ragoûtant quand même. Maintenant, il faut le boire. Tu veux essayer? Yes. Oui. Nous, les Chagas, on ne peut pas boire tout seul. On partage pour échanger. Il faut l'offrir à quelqu'un d'autre. C'est pour dire bienvenue. C'est pour souhaiter la bienvenue. On appelle ça du calabash. Ah. Yeah. Asante. Merci beaucoup. On mange autant qu'on boit, pour le coup, on dit ça souvent de la bière, mais là c'est vraiment le cas. Il y a de la banane dedans. Ça a un goût de